Donc le projet de loi relatif à la gestion des déchets solides a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Et c'est une loi qui intervient dans un contexte de forte croissance démographique, où les modes de production, les modes de consommation sont diversifiés et augmentent de façon constante. Le volume des déchets, toutes catégories confondues. Et ce volume de déchets est généré quotidiennement et constitue un des défis environnementaux et de santé publique majeurs auxquels sont confrontés en particulier les pays de développement et bien sûr la Mauritanie. D'ailleurs, dans un rapport de 2018 de la Banque mondiale, il est prédit que l'accroissement de la production des déchets en Afrique sera multiplié par 3 d'ici 2050. Et la Mauritanie également est dans ce lot-là. Donc ces déchets de tout type, organiques, plastiques, électroniques, médicaux, industriels, et dont certains sont classés d'ailleurs dangereux, se retrouvent dans les décharges, dans nos rues, et décharges sauvages dans les rues et autres places publiques. Donc malgré cette situation, le cadre juridique de gestion des déchets dans notre pays est demeuré inchangé. Seule une ordonnance de 1987 fait état des déchets. Elle ne dit en fait qu'en gros que l'enlèvement des ordures ménagères est dévolu aux communes. C'est la seule mention qui est faite des déchets dans les lois en Mauritanie. Donc cette loi intervient dans ce contexte justement pour combler ce vide juridique et mettre en place des décrets d'application qui permettront effectivement de faire mieux que ce que nous avons actuellement. Donc le présent projet de loi a ainsi pour objectif de définir le régime juridique global de toute la chaîne de gestion des déchets solides, depuis leur lieu de production ou de détention, en passant par la collecte, le transport, jusqu'aux installations de traitement et d'élimination finale. Donc c'est une loi qui est découpée en plusieurs chapitres, 5 au total, et donc principalement, au tout début, il est fait une classification des déchets, et qui sont classés, donc caractérisés et inscrits dans ce qu'on appelle un répertoire national des déchets. Et le plan national de gestion des déchets est défini et devra fournir une vision d'ensemble au niveau national du système de gestion des déchets et de la politique nationale menée en la matière. Ce plan, qui est un plan national, sera également décliné en des plans locaux, communaux. Et donc l'objectif en fait, de cette loi, encore une fois, c'est de faire en sorte que l'État intervienne dans ce secteur où l'État n'était pas présent juridiquement, parce qu'il était dévolu aux communes, et les communes ont fait un transfert, en tout cas via le ministère de l'Intérieur, un transfert au secteur privé qui aujourd'hui s'en charge. Ensuite, dans cette loi, on a une définition de l'organisation générale de la gestion des déchets, et la loi met en exergue l'importance de la prévention et de la réduction à la source des volumes du déchet, à travers notamment la sensibilisation, mais également l'éducation et des mesures réglementaires. Il est également présenté dans cette loi la valorisation des déchets à travers des techniques telles que la réutilisation, le compostage, le recyclage, qui sont encouragés. Et dans cette loi, on définit également l'organisation institutionnelle ainsi que l'organisation technique des opérations de gestion de déchets, depuis la phase du tri à la source, en passant par la collecte, le transport jusqu'à l'installation et le traitement et l'élimination finale. Dans un troisième chapitre, les conditions et les modalités liées au mouvement transfrontalier des déchets sont également abordées, et en application des dispositions de la Convention de Bâle, bien entendu, et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination. Enfin, des dispositions pénales sont prises dans cette loi. Elle prévoit des peines de prison allant de 6 mois à 30 mois et des amendes établies entre un minimum de 2000 MERU à un maximum d'1 million de MERU. Vous conviendrez avec moi effectivement qu'aujourd'hui le problème des déchets est un problème que nous voyons tous, tout Mauritaniens. Et donc l'idée pour le ministère de l'Environnement, c'est de se saisir de ce problème et de voir comment on peut améliorer la gestion des déchets en Mauritanie. Les déchets aujourd'hui, il ne faut plus les voir également que comme un problème, c'est également une source de revenus, c'est une opportunité. Et ça ne peut être une opportunité que si nous arrivons à faire un tri et à recycler et à réutiliser certains de ces déchets. Beaucoup de pays limitrophes le font déjà. L'État intervient. Je pense que nous ne faisons que profiter de l'expérience des autres pays qui avaient laissé effectivement cela aux communes et au secteur privé. Mais les villes grossissant, les populations augmentant, il était impératif effectivement que l'État y mette du sien et organise le secteur. Après cette loi, la deuxième étape, ce sera effectivement de la concertation entre les ministères de la Santé, de l'Intérieur, principalement, et le ministère de l'Environnement, sur le plan national de gestion de déchets, et qui lui présentera non seulement un état des lieux de l'existant,
mais également redéfinira les objectifs et les rôles de tout un chacun dans cette gestion des déchets. Et bien sûr, les plans communaux suivront. Et ces plans communaux seront également suivis et évalués par le ministère de l'Environnement. Voilà, je vous remercie. Pertinence, je vois que l'environnement intéresse beaucoup les Mauritaniens et je m'en réjouis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question centrale et il faut que nous la prenions tous à bras le corps. Donc j'ai eu 9 questions que je vais regrouper en 3. La première partie étant, le premier sujet étant effectivement la pêche et l'impact de la farine de poisson surtout sur l'environnement. La deuxième série de questions concernait les déchets et la troisième série, les pollutions. Donc sur la question sur les poissons morts, que nous constatons tous, je suis également citoyenne et je me promène sur les côtes. Le ministre a répondu, nous avons eu effectivement constaté des mulets morts et un certain nombre d'autres espèces qui ont été identifiées et qui sont dues à des causes bien spécifiques. Mais je pense également qu'il faut rajouter à cela la vétusté de certains navires de pêche qui, parce que le poisson est utilisé pour la farine de poisson, malmène un peu le poisson et effectivement il y a certains rejets qui sont faits en mer. Et d'ailleurs vous verrez effectivement beaucoup sont un peu dans un mauvais état quand ils arrivent en bord de mer. Sur la question de la farine de poisson, un journaliste a posé la question de savoir quels sont les dangers. Je dirais qu'ils sont de 3 ordres. Le premier, c'est bien sûr la destruction de la ressource. C'est une industrie qui est fortement consommatrice de capture, malheureusement. Mais heureusement, comme le ministre l'a dit également, des mesures sont prises pour justement inverser la tendance, pour respecter la tendance des 20-80. 20% de frais et 80% de déchets. Le deuxième danger est un danger sur l'impact, je dirais, purement environnemental, à savoir les rejets atmosphériques, les émanations qui proviennent des usines, qui sont bien sûr mauvais pour la santé, parce qu'on les inhale, et donc les fortes odeurs qu'on remarque à Nouadhibou, et là aussi, des mesures seront prises, mais également les infiltrations liquides de ces usines. On en parlait ce matin, beaucoup d'usines sont vétustes également, et donc des infiltrations se font dans les sols. Et le troisième danger, enfin, c'est également les rejets en mer des déchets. Donc là, c'est faire en sorte effectivement qu'on ait des filtres, et également une surveillance très rapprochés et des contrôles des liquides et qui sont rejetés en haute mer. Bien sûr, il s'agit de collaborer entre les deux ministères pour que les obligations techniques de ces usiniers soient également assorties d'obligations de respect environnementaux et de combiner justement ces différentes exigences pour que la fermeture des 10 et peut-être de plus soit, je dirais, une réalité. Voilà ce qui avait été posé comme question sur la partie pêche. Sur la partie, effectivement, déchets, là, il y avait de nombreuses questions, à savoir l'infrastructure utilisée, mais également le CET à Tivirit, et quoi d'autre, donc c'est principalement ça. Alors, comme je l'ai dit dans la loi que nous proposons, et qui a été le projet de loi qui a été effectivement discuté ce matin en Conseil des ministres, il est question d'un plan national. Justement, il est question de faire évoluer non seulement les objectifs, mais de faire un état des lieux pour avoir des infrastructures plus adaptées, pour avoir des investissements également dans ce secteur-là, qui permettent de faire une collecte, un tri, un stockage, un recyclage adéquat. C'est vrai, nous avons remarqué, je suis également citoyenne, une dégradation dans la collecte des déchets. Dans les années 2008-2010, effectivement, il y avait une société étrangère, mais bon, qui ne remplissait pas également toutes les conditions, qui a été remplacée par plusieurs sociétés privées mauritaniennes. Mais on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, et donc d'où cette loi.
Sur la question du CET, donc le Centre d'enfouissement technique de Tivirit, le ministère ne subit aucune pression. Le retard est dû au fait qu'il y a plusieurs intervenants sur cette question. Et donc, il fallait déjà trouver le lieu qui a été finalement arrêté d'un commun accord, de manière consensuelle, qui sera sur la route d'Agjoust. Donc le CET de Tivirit sera déplacé à il y a un nouveau CET en tout cas, qui respecte les règles en la matière. Et donc les études de faisabilité également ont pris du temps, parce qu'il est question justement de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'avoir des alvéoles qui sont protectrices effectivement des sols, qu'il n'y ait pas, comme on le voit aujourd'hui à Tivirit, des émanations, en tout cas des fuites au niveau des alvéoles et qui s'infiltrent dans le sol. J'ai bien conscience de l'impatience des populations et de la nuisance olfactive, mais également de santé aussi pour les populations environnantes de Tivirit. Mais tout est fait aujourd'hui pour aller accélérer la cadence et faire en sorte effectivement que ce nouveau CET, à 23 km sur la route d'Agjoust et à 7 km en rentrant, soit une réalité visible pour les Mauritaniens très prochainement. Sur la question des pollutions, je pense que le plus... C'est ça, les pollutions. J'y arrive, j'ai regroupé les questions. Donc, juste, c'est les pollutions, le plastique, c'est les pollutions également. Effectivement, c'est vrai qu'avant le Covid, on avait remarqué effectivement vraiment que la Mauritanie était comparée au Rwanda en termes de respect de cette normalisation qui consiste à dire zéro plastique, en tout cas zéro plastique léger pour les emballages. Et qu'il y a eu, on le constate tout, un relâchement quant au contrôle, un relâchement quant à la rentrée de plastique en Mauritanie, parce que les usines sont toujours fermées, les lois sont toujours là, mais effectivement le contrôle se fait moins. J'ai effectivement investigué, et c'est dû à un télescopage de plusieurs services qui sont rentrés en fait dans le jeu en termes pour faire ce contrôle-là, et finalement, j'ai envie de dire, personne ne le fait. Donc il est question de faire une table ronde sur cette question justement pour que la police environnementale, qui a été créée en 2021, et qui est en cours de opérationnalisation, et donc on espère en janvier 2021 qu'elle soit totalement opérationnelle, 2024, pardon, qu'elle soit totalement opérationnelle et qu'elle se saisisse vraiment de cette question. Je suis comme vous, et je pense que c'était vraiment une grande avancée pour la Mauritanie, et là on voit un retour vraiment du plastique. Sur la question effectivement des carrières au niveau d'Agjoust, j'ai été à Agjoust au mois de mai-juin. J'ai passé là-bas quasiment un mois. Et c'est vrai, nous constatons effectivement des cratères de certaines profondeurs. Alors, l'explication est j'allais dire simple, pas si simple que ça, mais en tout cas, elle a été diagnostiquée et des mesures sont en train d'être prises. L'obligation de la caution est une obligation récente, qui a été doublée en septembre 2022, à mon arrivée au ministère, par une obligation de main levée sur cette caution. Nous assurer que quand l'opérateur quitte les lieux, que la restauration des terres a été faite, que toutes les obligations, effectivement, en termes de respect et de retour je dirais, effectivement, à un lieu qui est quasiment identique à ce qu'il était avant son exploitation, soient effectifs, ont été mis en place. Maintenant, Bumi, c'est une entreprise, effectivement, je pense, indonésienne, qui était là dans les années 2010-2011, et donc qui a quitté entre-temps. Et c'est vrai. Bumi, bon, d'accord. Et donc, certaines de ces entreprises, effectivement, sont parties sans respecter ces obligations, parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, une obligation de caution. La plupart, effectivement, des cratères que vous voyez, c'est effectivement avant 2014. Là, la solution qui a été... La solution, oui, mais c'est un comment, je vous réponds. Je vous réponds. Ça, c'est effectivement des exceptions, mais le plus gros des cratères, c'est les cratères sur lesquels, effectivement, les sociétés n'avaient pas d'obligation. Je vous réponds, messieurs. Il y a des cratères, ils sont toujours là, mais il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Les cratères, comme je l'ai dit, je les vois aujourd'hui. Mais les explications, effectivement, c'est qu'ils étaient là avant les cautions. Aujourd'hui, pour nous,
il est question de trouver les fonds nécessaires pour que le ministère fasse le travail. Et donc, la solution que nous avons avancée, effectivement, c'est qu'il existe un fonds d'intervention de l'environnement dans lequel sera puisé, effectivement, les montants nécessaires. Et nous travaillons avec le conseil régional pour ce faire. Toujours sur la question des pollutions, il a été posé, effectivement, la question des entreprises qui ont des émanations dans le quartier Toujinine et dont souffrent les populations. Ce n'est pas seulement Toujinine, c'est également d'autres quartiers de zone périphérique de Nouakchott. Et là, les solutions, c'est que nous redoublons les contrôles. Et seconde solution également, c'est qu'il y a eu un non-respect, encore une fois, des zones industrielles. Il y avait des zones qui étaient dédiées pour des zones industrielles, sur lesquelles il y a eu des constructions. Et donc, aujourd'hui, on a une cohabitation difficile entre l'entreprise, les usines et les populations. Donc, qui explique effectivement ces nuisances. Et là, nous collaborons avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, justement, pour redéfinir ces zones. Je ne dis pas que ce sera facile de déménager toutes les entreprises, parce qu'elles étaient parfois là avant les populations, pour les mettre dans les zones industrielles. Mais c'est également, c'est la piste, effectivement, que nous privilégions. Pour ce qui est des poussières azurates et du problème du mercure et du cyanure, qui sont effectivement une problématique auquel nous faisons face et qui est une problématique très sérieuse. Ce n'est pas seulement les catégories F. Les catégories F, attention, n'utilisent pas le mercure, c'est des produits cyanurés. Mais là aussi, c'est des produits cyanurés qui sont normés. Normalement, c'est moins de 35% de concentration de cyanure dans le produit qui leur est autorisé, qui est le GDA. Mais là aussi, la question est de mettre en place des laboratoires au niveau des zones douanières, parce que quand elles rentrent aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de contrôler si les 35% sont respectés ou pas. Et donc, on a des produits qui sont estampillés GDA et qui ne sont pas forcément le pourcentage, la concentration qui est autorisée. Donc ça, c'est effectivement le renforcement des contrôles au niveau des frontières pour les produits cyanurés et qui rentrent également par voie terrestre. Pour le mercure, je pense que j'en avais débattu ici déjà à une certaine reprise. C'est également travailler, bien sûr, avec le ministère des Mines et principalement à Maaden pour justement réduire l'utilisation, en tout cas, parce que c'est interdit, le mercure est interdit en théorie, pour lutter effectivement contre ce fléau. Nous avons fait beaucoup d'investigations au niveau du ministère pour voir quels sont les pays, parce que l'orpaillage est un problème, je veux dire, le mercure est un problème que rencontrent tous les pays qui font de l'orpaillage. Et la Mauritanie n'est pas un cas isolé. Donc nous pouvons nous inspirer effectivement des meilleures pratiques en la matière. Et nous avons trouvé certains pays effectivement qui ont une organisation entre catégorie F et orpailleurs qui est optimale. Et je pense qu'on va s'inspirer de cela. Voilà, je vous remercie. Et bien sûr, je n'ai pas la prétention d'avoir répondu à toutes les questions, mais j'espère avoir, en tout cas, résumé les problématiques et les stratégies et politiques du ministère. Je vous remercie.